Vous êtes sur le M, le podcast de l'Omtimédia.info. Arnaud Demange, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous êtes à Montreux, vous n'êtes pas à Montreux, vous êtes à Lausanne parce que le festival déménage le temps des travaux au Palais des Congrès à Montreux. Vous êtes, j'imagine, je vous vois très heureux d'être ici. Je vous vois avec un sourire. Vous avez toujours un sourire comme ça? Non, c'est une première et c'est un dépucelage qui me faisait envie depuis très longtemps parce que Montreux, c'est un objectif pour tous les humoristes. Et moi, ça fait 25 ans que j'ai commencé ce métier, donc il était temps que ça arrive. Je suis ravi, c'est vraiment un rêve de gosse pour le coup. Je vous ai vu derrière dans l'écran en répétition, ça s'est bien passé Ah, la répète s'est bien passée, mais c'est le propre d'une répète, hein, c'est que tout va bien. C'est que tout va bien en répète. C'est le contact du public et des internautes qui est la réalité derrière à laquelle on se confronte. Bon, alors la réalité en Suisse, ici, c'est qu'on voit les Parisiens un peu comme des stars, hein, comme des modèles à suivre, vu de la Suisse. Vous savez, à Montreux, à Lausanne, il y a des très bons humoristes qui ont toujours rêvé d'arriver à Paris. Ouais. Vous êtes Versaillais, vous êtes Parisien en soi. Ouais, alors c'est deux univers complètement différents. Versailles, il y a un décalage horaire de 50 ans par rapport à Paris. En tout cas, quand j'ai grandi, c'était le cas. Parce que Paris, pour nous, c'était inaccessible. Et puis, on grandissait avec des gens qui étaient encore très nostalgiques de la monarchie, de la France catholique et tout ça. Donc, quand je suis arrivé à Paris en 2000, moi, je débarquais de Versailles en 1960. J'ai grandi dans la France du petit Nicolas, moi. Donc, les deux univers sont très, très, très différents, mais je vois ce que vous voulez dire. Non, c'est-à-dire pour un Suisse arriver à Paris, il faut un peu plus de distance à parcourir. Pour vous, c'est peut-être un peu moins lent. Mais est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est justement plus galère? Moi, je viens d'un univers qui était plutôt porté sur les sciences, la médecine, la haute finance et Polytechnique. Donc, être artiste là-dedans, c'est au moins difficile que d'être suisse. Il y a un chemin intérieur à parcourir qui est tout aussi long, en tout cas. En fait, vous auriez rêvé venir en Suisse pour exercer la Polytechnique? J'aurais rêvé venir en Suisse parce que c'est magnifique. Hein. J'ai débarqué hier soir, c'est splendide. Moi, je connaissais pas du tout et il y a tout ce que j'aime. C'est la première fois en Suisse? Ouais, c'est la première fois que je viens en Suisse. Donc c'est une première dans tous les sens. Ah oui, non, je vous dis, c'est la découverte totale d'un nouvel univers. Bon, vous savez que le Montreux Comedy Festival est un festival qui se veut innovant, il est très porté sur le digital, vous aussi. Ouais. Vous avez commencé en 2004 en écrivant, en créant ce blog dans lequel vous y passez pour Jacques Chirac. C'était déjà le début du digital. Là maintenant, ça a énormément évolué. J'ai pas encore dit combien d'abonnés vous avez sur les réseaux sociaux, mais on peut quand même dire que c'est un vecteur que vous utilisez quand même très bien. Oui, j'utilise beaucoup. C'est vrai qu'en 2004, j'ai tout de suite vu l'opportunité Internet, puisque j'ai créé ce faux site de l'Élysée et de Jacques Chirac, qu'en plus la presse a pris au sérieux. Donc pendant une semaine, ça n'a même pas été démenti. Il y a des journalistes qui croyaient que Jacques Chirac avait ouvert un blog. Après, j'ai eu quelques petits avertissements d'en haut qu'il valait mieux arrêter. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu laissé tomber le digital parce que je suis arrivé en télé avec les Gérard du cinéma et les Gérard de la télé. J'ai commencé à vraiment bien travailler en radio. Je suis rentré à RTL, à Inter, à Europe 1 sur les 10 années qui ont suivi. Donc j'avais pas tellement besoin de réinvestir le terrain du digital. Et puis, quand j'ai lancé mon premier spectacle de stand-up et que les Gérard c'était un peu derrière moi, j'avais fait un gros boulot d'auteur, mais qui m'avait sorti du milieu médiatique. Il a fallu se remettre à chercher de la notoriété. Et c'est par les réseaux sociaux que c'est arrivé, notamment pendant le confinement, où avec ma femme, on a fait des vidéos tous les 2-3 jours qui ont accumulé 200 millions de vues dans l'année qui a suivi. Et c'est ça qui m'a redonné une nouvelle fraîcheur. Il y a Laurie Perret qui fait des doigts dans la vitre derrière, là, qui me chambre. C'est pour ça que je suis un peu déstabilisé. Et donc ça m'a redonné une nouvelle fraîcheur auprès du public. Et donc ça a re-rempli les salles et ça m'a incité à continuer à travailler sur
sur les réseaux, même si j'ai décroché après une quotidienne radio, j'ai pas décroché des réseaux parce que ça m'amuse toujours autant, j'aime bien le faire et c'est vraiment deux terrains de jeu différents. Donc ouais, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais est-ce qu'il y avait un plan stratégique d'apparaître sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait qu'il y a certains qui l'utilisent vraiment comme une arme stratégique, une arme de promotion. Oui, de promotion. Et puis d'autres qui aiment juste le principe. Alors moi, il y a eu deux trucs. Il y a eu la nécessité d'avoir une stratégie pour remettre ma tête devant une caméra, peu importe laquelle. Après, le confinement a fait évoluer les choses puisque dès la première vidéo, je reçois 200, 300, 600, 1000, 2000 messages qui s'accumulent en me disant « Ah, ça nous a fait du bien de rigoler, c'est tellement l'angoisse et tout ». Et là, la mission est devenue autre chose. C'est-à-dire, ce qui était au départ une volonté de faire parler de soi devient une espèce de mission de l'artiste aussi doit agir pendant une période qui est inédite. Notre rôle, c'est quoi? C'est d'aider les gens à aller bien. C'est de leur taper sur l'épaule dans un moment qui est hyper angoissant parce que le premier confinement, on nous a vendu Ebola quand même. On nettoyait les paquets de jambon au Sanitol, on passait tous nos légumes au savon. Enfin, c'était, moi j'avais des coups de fil de ma marraine, ma tante qui était on n'ose pas sortir, si ça se trouve il y a le virus qui est dans l'air. Enfin, c'était hyper angoissant pour tout le monde. Donc tous les messages que je recevais me confortaient dans cette idée que fallait complètement oublier la stratégie digitale et faire ce dont les gens avaient besoin. Pas ce que j'avais envie qu'ils voient de moi, mais ce qui allait les soulager dans une période qui était vraiment difficile. Donc ça, c'est peut-être mon côté curé de Versailles. Mais du coup, ça a complètement changé ma manière de vivre le truc. Et de fait, les deux intérêts se sont cumulés, puisqu'il y a eu l'intérêt de faire du bien aux gens qui s'est télescopé à l'intérêt que ça marche. Donc tout va bien. Bon, alors, je vais quand même dire combien d'abonnés vous avez sur les réseaux sociaux. 112 000 sur Instagram, 8 000 sur Twitter. Normalement, j'aurais dû m'arrêter là parce que c'est le seul réseau social que j'ai. Mais j'ai quand même fait mon boulot, j'ai été voir ailleurs. 44 000 sur TikTok et 539 000 sur Facebook. On se rend compte de la communauté qu'on touche quand on, même si on fait des blagues, même si on fait des contenus qui se veulent humoristiques, mais qui touchent quand même l'actualité. Est-ce qu'on se rend compte de la communauté qu'on touche? Oui, surtout dans cette période-là. Moi, j'ai quand même fait beaucoup de contenu pendant un moment qui était très particulier, qui était un moment d'angoisse collective. Et on se rend compte aux messages qu'on reçoit de qui on touche. Et moi, j'ai eu plein de gens d'abord qui étaient seuls chez eux. Beaucoup de parents aussi qui s'en sortaient pas avec 2 ou 3 ou 4 enfants dans un appartement, beaucoup de profs, beaucoup de personnel soignant, beaucoup de gens qui avaient des métiers solitaires, les routiers par exemple. J'ai eu beaucoup de retours de routiers, d'ambulanciers, de gens des taxis, des gens qui conduisaient seuls toute la journée. Et c'est là qu'on mesure aussi l'impact qu'on peut avoir quand on est le seul moment un peu rigolo d'une journée, quoi. Encore une fois, moi j'avais des retours de taxi qui me disaient j'arrête pas de transporter des malades parce que les ambulanciers sont surchargés. Ça fait du bien d'écouter des petites vidéos drôles dans la voiture. Et j'ai eu des trucs, mais vraiment durs en plus. J'ai eu des trucs très très durs. J'ai eu des trucs du genre ma fille de 8 ans nous a quittés il y a 3 mois, c'est la première fois que je rigole aujourd'hui. Enfin, c'est à la fois hyper touchant, hyper dur à recevoir, et puis c'est très motivant pour continuer, parce que vous savez que pour une qui vous écrit, il y en a peut-être 10, 20, 30 qui sont dans la même situation et à qui vous n'avez pas le droit de les abandonner. En fait, c'est aussi bête que ça. À partir du moment où vous savez qu'ils existent, c'est impossible de les abandonner. C'est un peu pareil en radio. J'ai pas mal de gens qui m'écrivent en me disant là, en ce moment, je suis à l'hôpital, mais ça fait du bien de rigoler en écoutant ta rubrique parce que c'est la radio qui passe dans les haut-parleurs de l'hosto. Et c'est bien, ça me donne la force nécessaire pour attaquer la journée. Et quand vous vous réveillez le matin, bon, il est 5h30, vous êtes le vendredi, vous dites la chronique, ça saoule. On est en novembre, ça fait 3 mois que j'ai pas arrêté, j'en ai ras-le-bol. Et ben, vous vous dites ouais, mais il y a ceux de l'hôpital. Ouais. Et impossible de les abandonner. Puis vous y allez, vous mouillez la chemise. C'est une mission en fait. On parlait hier avec Grégoire Fureur de la condition aussi de l'humoriste. Alors, l'humoriste au sens large, parce que quand on fait des biais humoristiques à la radio, à la télévision, on embrasse ce rôle d'humoriste. On parlait la situation de l'humoriste, c'est aussi une situation très les seuls humoristes. C'est finalement un travail qui se fait seul, même si on peut être en groupe, on peut être comme ici dans un festival assez entouré. Finalement, dans le travail, qu'on soit devant le micro à la radio, qu'on soit devant la caméra à la télé ou qu'on soit devant
son téléphone quand on fait des contenus sur les réseaux sociaux. Vous ressentez un peu ce côté solitaire de la chose? En tout cas, on est seul à être ciblé par les conséquences. Mais sinon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis pas seul du tout. J'ai ma femme qui travaille avec moi, qui vient tous les matins à la radio, qui coécrit les rubriques, qui m'aide à filmer. J'ai une petite alternante cette année, pareil, qui est très motivée, qui m'aide sur le montage, les contenus, les trucs. J'ai des auteurs qui m'aident à écrire la rubrique plusieurs fois par semaine. Donc, je suis très entouré. J'ai la chance d'avoir une bonne table et une bonne équipe à RMC. Je suis soutenu par la direction. Le seul truc, c'est dans la tête des gens, effectivement, s'il y a une personne à qui en vouloir quand on n'aime pas une blague, c'est celui qui apparaît à l'écran. Ouais. Celui-là, c'est la seule conséquence où on est tout seul. Mais sinon, je suis même aidé au moment de la réception de ça. Je suis épaulé à la maison, je suis épaulé par la direction, je suis épaulé par mes potes et mes collègues de travail. Donc, moi, je me sens pas très solitaire, d'autant que c'est pareil, la tournée, j'y vais avec un régisseur, avec ma femme, donc c'est pareil, je suis pas tellement solo. Ni dans les conséquences. Le seul truc, c'est que dans la tête des gens, ils en veulent à une personne, ça oui. Ouais. Il y a ma femme qui est à côté, il pourrait t'en vouloir un peu aussi, hein. C'est toujours moi qui prends. Hein. Vous avez commencé, on l'avait dit, en 2004 avec ce blog. Vous êtes très rapidement apparu à la télévision, à la radio, vous avez des chroniques, mais les spectacles sont arrivés très tard finalement. En 2015, une dizaine d'années où vous avez éclos finalement. Alors, il faut toujours un peu ce moment tremplin. Mais le moment où vous passez sur scène, il a quand même arrivé un moment. En fait, c'est arrivé précis. Ouais, mais c'est arrivé pour deux, trois trucs un peu précis. Le premier, c'est que au début, je rentre à Canal avec les conséquences du blog de Jacques Chirac. Très vite, on me donne des tas de choses à faire. Je dois être à la fois modérateur de forum, à la fois rédacteur en chef d'une émission web, à la fois chroniqueur, à la fois JRI, à la fois aller filmer, monter des trucs à droite à gauche. Donc, j'ai pas vraiment le temps de me lancer dans un spectacle. Après, il y a les Gérards qui arrivent. Les Gérards, c'est une cérémonie qui me demande, qui intervient 2 fois par an, mais qui me demande entre 2 et 3 mois de préparation avant. Ouais. Et puis, je suis embauché par Nicolas Canteloup tous les matins. Donc, ma vie est suffisamment remplie. J'ai la radio, j'ai la télé, je suis auteur. Je n'ai pas vraiment le loisir de me mettre un truc en plus. Et c'est quand les Gérards s'arrêtent que je me dis, tiens, je vais faire un spectacle. Et en fait, mon premier spectacle, c'est un truc sur le droit à rêver, à respecter l'enfant qu'on a à l'intérieur. Sauf que je le lance et 3 mois plus tard, il y a Charlie Hebdo. Et je me dis, je ne peux pas continuer à faire ce métier pour dire on est tous des grands enfants. Il faut parler de ce qui vient de se passer. Et donc, en gros, je me désintéresse de mon premier spectacle. Je commence à écrire celui que je fais maintenant, qui est sur la liberté d'expression, le rôle de l'humoriste, la défense de la liberté individuelle. Et de la responsabilité qu'elle engendre aussi. Et puis, je lance ce truc, ça marche pas trop, et là, je veux complètement arrêter le métier, parce que je me dis, je suis investi par une cause et un message, mais si j'ai 10 personnes pour l'entendre, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est autant ne pas se mettre la rate au courbouillon et se faire une vie confortable. Et je rencontre à ce moment-là et ma femme et un producteur qui disent mais non, continue, tu devrais le faire comme ci, comme ça. Et là, le succès arrive et après avec les vidéos se démultiplie. Mais c'est vrai que en fait, ce qui m'a manqué pour oser monter sur scène, c'était ça, c'était une mission. Au début, j'y allais pour régler des problèmes psy, chercher à gagner des sous et à pécho des meufs. Et les 3 n'étaient pas des vraies bonnes raisons pour rester motivé. Et c'est pour ça que ça m'a démotivé très vite. Par contre, quand vous avez une mission, quand vous avez un truc à dire, quand ça devient politique, quand vous voulez apporter votre pierre à l'édifice social, et ben ouais, là vous êtes motivé pour aller répéter 200 fois le même truc dans l'année, parce que vous dites qu'à chaque fois que vous voyez un nouveau public, vous apprenez un nouveau truc à des nouveaux gens. Et ça, c'est la seule manière que j'ai de concevoir l'humour. Moi, je suis un enfant de Coluche ou des Guignols de l'info, qui sont des humours très politisés. J'ai besoin de ça. Je fais pas des conférences et je fais pas des meetings, ça reste un spectacle comique, mais il y a 2-3 phrases, quand je les dis, à chaque fois je me dis, putain, s'il y en a 3 là-dedans qui la reçoivent et qui la répètent et qui, peut-être que ça peut faire tache d'huile et émerger un discours. Vous avez travaillé avec Nicolas Canteloup, mais aussi à côté de Philippe Cavrivière.
il partage un peu cette même veine. Vous avez la même, finalement le même regard sur l'actualité et sur le rôle de l'humoriste que l'humoriste a face à l'actualité, surtout en ce moment où Oui. elle est vraiment Ah très oui, oui. intense. En ce moment, l'actu est très lourde. Avec Philippe, on se connaît bien, puisqu'on a travaillé ensemble pendant pas loin de 13 ans, quand Nicolas a dû quitter Europe 1 et que Philippe est arrivé sur RTL. Moi, j'ai aussi coécrit sur les chroniques de Philippe. C'est vrai que le rôle de l'humoriste en ce moment, c'est de dédramatiser l'actualité. Et on partage cette philosophie avec Philippe, c'est-à-dire que tous les matins, encore une fois, on se retrouve avec des drames à annoncer aux gens, parce qu'il y a plein de gens, en plus, ils allument la radio pour la rubrique humour, quoi. Mhm. Donc, des fois, on est les premiers qui annonçons les mauvaises nouvelles. Donc, à la fois, on a la mission de quand même apporter de la légèreté et dédramatiser le truc. Et c'est sur le mot dédramatiser que moi je m'arrête. C'est en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui fait qu'on peut supporter une actu lourde. Donc, on a deux Ouais. choix. Soit on l'allège pour la supporter, soit on pleure tous. Il y a plein de gens en ce moment qui me disent mais c'est incroyable que les humoristes ils continuent à avoir des rubriques humoristiques alors qu'il y a la guerre en Israël et à Gaza. Il y a beaucoup Bah, qui vous le disent, ça? ah oui, j'ai plein de commentaires sur ce truc. Qu'est-ce que fait encore cette rubrique? Pourquoi t'es pas déprogrammé le temps que ça se termine? Mais oui, mais si on fait comme ça, on met pas de rubrique humour du tout. Parce qu'avant, c'était l'Ukraine. C'était pas plus joli ce qui se passait en Ukraine. Il y a la guerre au Yémen, dont personne ne parle. C'est 230 000 morts. Gaza, je rappelle, hein, c'est maximum du maximum des estimations, c'est 30-40 000. Il y avait 230 000 au Yémen. Personne n'a rien dit. Mais nous, on y va quand même en devant annoncer les mauvaises nouvelles au Mhm. Yémen, ou au Soudan, ou la faim en Afrique, ou les attentats. On a fait des rubriques marrantes le lendemain de Charlie et le lendemain du Bataclan. Mais parce qu'on est obligé. L'autre option, c'est quoi? On laisse tout le monde pleurer, on laisse tout le monde Mhm. dans la détresse et on dit jamais rien. Bah non, notre mission, c'est quand même ça. C'est quand même de dire aux gens, bon allez, ça va bien se passer. Aujourd'hui, c'est dur, mais déjà, on va faire en sorte que ce soit un peu moins dur et peut-être que demain, ce sera un peu mieux. Et puis, le monde est monde. Le monde, chaque jour, amène un nouveau truc. Et il y a plein de choses qui étaient douloureuses il y a 10 ans et aujourd'hui, bah, c'est digéré. Voilà, c'est comme ça. Il y a deux exercices finalement dans ce que vous faites. Il y a à la radio l'humour à la carte finalement en fonction de Mhm. l'actualité. Et puis il y a votre présence ce soir et demain au Montreux Comédie, donc dans ces festivals qui se veulent être rassembleurs, qui parlent tout Mhm. aussi des mêmes sujets, mais différemment. Quand vous êtes sur scène et quand vous êtes devant le micro, est-ce il y a un peu moins cette distance ou un peu plus cette distance avec les personnes que vous souhaitez toucher? Ben, le travail en radio ou sur le web, les retours sont principalement écrits. Alors après, évidemment, en radio, j'ai mes quatre Mhm. copains autour de la table. Mais c'est sûr que quand vous êtes dans une salle et que vous entendez un rire de 300, 400 ou 800 personnes, la validation est immédiate. Et surtout, il y a un dialogue qui peut s'enclencher. Ça m'est arrivé de sortir du spectacle parce que les gens avaient envie de débattre du sujet. Euh, je parle de liberté d'expression, je parle de politique, je parle de sujets de société, je parle de guerre. Et il y a des fois des gens qui lèvent la main et qui disent ouais mais moi je suis pas d'accord. Et bah ok, pas de problème. Alors ça m'arrive assez rarement, heureusement, parce que sinon ça deviendrait un, un café débat, Forum. un café philo. Ouais. Et en plus c'est pas juste pour eux parce que moi j'ai un micro et j'ai la voix qui porte. Donc eux, en général, ils sont au fond d'un théâtre et il n'y Ouais. a pas de micro. Donc très vite, c'est moi qui gagne. Mais ouais, ça m'arrive d'échanger et ça devient, encore une fois, ça devient autre chose. C'est un dialogue, un spectacle. Un spectacle de stand-up, c'est vraiment les rires, les regards, les silences. C'est les gens qui vous disent oui ou non. Mhm. Et donc c'est un échange qui est beaucoup plus riche malgré qu'il y ait l'apparence d'un monologue, qui est beaucoup plus riche que sur une chronique radio. Vous venez, vous faites votre truc, ça dure 5 minutes, personne n'a rien à dire et vous repartez. Dans le spectacle, il y a une communauté qui se crée. C'est pour ça qu'on parle de spectacle vivant. Bah oui. On vient de passer la barre même un peu plus, la barre des 15 minutes d'interview. Je vais bientôt Ouais. vous libérer, mais pas Ouais. avant de parler de ce monsieur qui est Ah en bah tableau oui. juste à côté de nous, Fabien Olicard, qui présente le gala ce soir Ouais. et demain dans lequel vous êtes. Ouais. Rapidement, vos relations avec Fabien Olicard, c'est lui qui vous a choisi, c'est lui Ouais. qui a fait Bah, en fait, on s'apprécie. le casting. En fait, on s'apprécie instinctivement depuis longtemps, je pense. Mhm. C'est-à-dire que
il y a des gens comme ça, on voit leur tronche sur Internet et on les aime bien. Et je pense qu'on s'aime bien comme ça depuis un moment. Et puis on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Roman Doduic, qui est un copain à tous les deux, qui est un TikToker chevelu, qui a fait une vidéo dans laquelle Fabien devait deviner qui mentait et qui disait la vérité. Et on a échangé, on s'est très bien entendu. Je connais aussi quelques personnes de son entourage. Et surtout, moi, j'adore la magie. J'adore la magie, le mentalisme, l'hypnose. Tout ça, c'est des spectacles que j'aime beaucoup regarder. Je regarde beaucoup de mentalistes anglais ou américains qui sont un peu moins diffusés ici. Puis je regardais Attention Magie quand j'étais môme, je les ai tous en cassette vidéo et je les regarde encore de temps en temps parce que oui, il me reste un magnétoscope, je suis une vieille personne. Et donc ouais, c'est un domaine que j'ai vraiment toujours aimé. Et moi j'adore ce qu'il fait, j'adore ses vidéos YouTube, j'adore ses contenus en ce moment qu'il fait. Il fait plein de trucs sur TikTok et Instagram, c'est très régulier, c'est plein de petites énigmes, c'est plein de petits jeux, c'est plein de petites anecdotes sur des gens qui ont arnaqué d'autres personnes en se faisant passer pour... Enfin c'est tous les escrocs magnifiques à la Christophe Rocancourt, Franck Abagnale Junior et des mecs comme ça, celui de Attrape-moi si tu peux là. J'ai toujours été fasciné par ça parce que en fait il y a ce truc très excitant chez les mentalistes et les manipulateurs, c'est que tu peux avoir plusieurs vies en une. Oui. Moi, je suis très angoissé par la mort. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs vies et de vivre plusieurs trucs totalement différents, ça crée une certaine. Ouais, ça fait qu'on a une vie qui est plus remplie que ouais. si on fait la même chose tous les jours. Ouais. Donc, j'ai une fascination pour ces gens-là et donc j'ai une grande admiration pour lui et je suis très fier de faire partie de son gala. Ouais. Ben, on est en tout cas hâte de vous voir, de découvrir ce gala qui est présenté donc par Fabien Olicard. Merci Arnaud Demant d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.